avec l'APEC et Défi Métier. Euh, donc j'irai après parler de Cécile et patients qui nous accompagnent aujourd'hui. Juste quelques mots au sujet de l'Alliance française. Nous sommes évidemment un organisme de formation historique, né en 1883. Alors, je vais couper le son de Sophie, voilà. Et nous partageons la langue française depuis le 19e siècle, effectivement. Alors, nous avons beaucoup évolué. Aujourd'hui, l'Alliance française, c'est avant tout un centre de langue. Nous formons à peu près 8000 personnes chaque année à travers nos formations à langue française. Qui touchent des publics extrêmement variés. Ça peut être aussi bien être des primo-arrivants que des gens qui veulent aussi progresser dans leur carrière ou des Français installés là depuis longtemps qui sont d'origine étrangère et qui ont un accent à corriger. On est très bon, par exemple, en phonétique. Nous proposons des formations, bien sûr, à distance. Nous avons créé des MOOC, des clubs, comme on dit en français, des cours en ligne ouverts et massifs qui sont très, très regardés, parmi les plus regardés, utilisés en France. Et nous sommes aussi un organisme de formation euh, à destination des enseignants de français et langue étrangère qui vont chez nous pour la formation initiale, au travers de la formation d'AEFLE ou des PFP, mais aussi le perfectionnement des enseignants et des cadres et futurs cadres du réseau culturel français à l'étranger et au-delà, puisque nous formons des gens qui travaillent à des postes de management dans les centres de langue. Euh, donc, nous sommes aussi un organisme certificateur. Nous délivrons, alors ça c'est très important en termes de formation professionnelle, mais nos étudiants, nos stagiaires, outre le diplôme que j'ai cité pour la formation professionnelle, le DAEFLE, le DPFP aussi, peuvent passer des certifications professionnalisantes, le TEF, le TCF ou bien sûr le DELF. Alors, nous sommes effectivement très ancrés dans notre région, l'Île-de-France, et nous travaillons avec des entreprises ou des particuliers dans le cadre de la formation professionnelle. Nous sommes un des acteurs du CPF, après avoir été aussi un des acteurs du DIF, et nous sommes très très heureux de nouer des partenariats avec l'APEC et Défi Métiers. Il faut savoir qu'avec l'APEC, par exemple, on a aussi des actions autour des journées portes ouvertes où on présente à des professionnels qui ne parlent pas encore français, les services à la fois de l'APEC, d'aide à l'emploi, mais aussi les services de formation linguistique de l'Alliance française. Alors aujourd'hui, pour l'APEC, nous avons Cécile Ravier, qui est consultante relations entreprises et qui interviendra au début de la présentation. Et pour Défi Métier, Bonjour. bonjour Cécile, et pour Défi Métier, ce sera Patient Écouo qui est chargé d'études. Euh, nous savoir aussi que cette réunion, je préfère dire réunion parce qu'on est en petit comité, qu'on va pouvoir échanger entre nous après la séance de questions. Pour l'instant, gardez vos micros éteints et après la petite présentation, il va y avoir des échanges. Donc, cette opération est une idée d'Élodie Waterkine, qui chez nous est chargée de mission qualité, mais aussi chargée de projet ressources humaines, qui fait partie de l'équipe RH de l'Alliance française de Paris. Donc, merci Élodie pour cette initiative. Je vais d'ailleurs te laisser la main pour lancer cette réunion qui s'appelle le marché de la formation professionnelle en mouvement. Et à tout à l'heure. Merci Alan. Donc nous commençons et je vais passer la parole tout de suite à Patient pour démarrer sa présentation sur ce marché de la formation qui évidemment est très bousculé en ce moment vu le contexte. À toi Patient. Merci Alan pour cette présentation et merci Elodie aussi. Donc je me présente, donc Patient Oko, chargé d'études à Défi Métier. Donc je vais vous présenter une partie de résultats d'études qu'on a pu mener à Défi Métier qui portent sur l'évolution du marché de la formation pro. Je voudrais commencer cette présentation par ce schéma qui s'affiche à l'écran, donc sur lequel je vais m'appuyer tout au long de cette présentation. Donc, il représente globalement l'écosystème de la formation pro. Donc, il se compose de deux niveaux.
Donc, on a un premier niveau donc au cœur du schéma, donc qui sont les domaines de la formation pro, donc qui sont l'ensemble des pratiques organisées destinées à assurer la formation des personnes. Et à l'extérieur du schéma, on a 6 grands paramètres, donc avec lesquels ces domaines interagissent. Donc, ces grands paramètres produisent des facteurs d'évolution qui se recombinent entre eux avec des effets de transformation sur l'ensemble du marché, et c'est ce qui intéresse mon propos aujourd'hui. Donc, de manière globale, de manière générale, on peut dire que depuis 10 ans, la formation pro est en transformation. Donc, les réformes se succèdent pratiquement, voilà, il y en a une pratiquement tous les 2 ans, donc 2012, 2014, 2016, 2018. Et donc le changement est plutôt habituel dans ce secteur. Mais la dernière réforme a produit des changements beaucoup plus structurels qu'on va évoquer juste après. Donc, au-delà du fait politique et réglementaire, donc la formation pro vit une période plutôt mouvementée, donc sous l'impulsion simultanée, et c'est ça qui est important de voir comment tout cela se mélange. Donc, impulsion simultanée de plusieurs facteurs d'évolution, donc qui reconfigure à la fois les activités des professionnels du secteur, activités à visée pédagogique, commerciale, partenariale ou administrative, et leur écosystème. Donc, on ne parle plus simplement de transformation, mais bien de mutation profonde. Donc, on va s'intéresser aux paramètres politiques, aux paramètres économiques, technologiques, et puis aux paramètres sociologiques dans cette présentation. Donc, c'est ce que nous allons voir sur la slide suivante. Alors, quels sont ces facteurs d'évolution? Donc, on va se concentrer sur ce qui concerne plus directement le marché de la formation pro. Donc, commençons par le paramètre politique, enfin les paramètres politiques et réglementaires, donc avec un zoom très particulier, très spécifique sur le CPM et sa plateforme. Le CPF, pardon, et sa plateforme. Donc, par manque de temps, on ne va pas revenir sur les autres évolutions réglementaires. Donc, il y a déjà pas mal de choses dessus. Donc, je pense notamment au système de certification, au fléchage des fonds mutualisés, à Calliope, à l'apprentissage. Donc, on ne va pas détailler leur contenu, mais simplement, on verra une synthèse globale des dynamiques d'adaptation, des jeux d'intérêt qui en découlent et qui concourent à la mutation du marché. Donc, pour revenir au cœur de mon propos, donc là, je veux dire que la plateforme Mon compte formation donc simplifie les règles et les procédures d'utilisation du CPF en supprimant les intermédiaires. Bon, ça, je n'invente rien, tout le monde le sait. Donc, elle permet de comparer, réserver, payer sa formation. Elle permet la convergence des projets de formation entre salariés et entreprises. Elle reprend également les codes du e-commerce avec un système de notation et d'avis. Donc, note globale sur l'organisme de formation, note sur l'action de formation, et puis une note de synthèse qui reprend l'ensemble. Et puis, elle va également rassembler des indicateurs de suivi consultables d'ici décembre. Alors, je ne sais pas s'ils sont déjà mis en place, mais en tout cas, ce qui est annoncé, c'est que c'était d'ici décembre. Donc, qui porteront sur un taux d'obtention des certifications, des données sur l'adaptation des métiers visés, l'adaptation aux métiers visés, pardon, et sur le taux de retour à l'emploi. Cette plateforme, c'est une véritable marketplace publique, une place de marché absolument colossale, donc avec 1,8 million de comptes actifs, pratiquement 2 millions, et puis 30 millions de comptes potentiels et bien sûr 13 500 prestataires, donc à ce jour. Et puis avec l'ouverture de l'espace EDEF, donc EDEF et pas EDOF, les dotations des entreprises aux salariés vont être naturellement facilitées. Et puis, c'est une plateforme dont l'accès est conditionné, bien sûr, à l'obtention de la certification Calliope, pardon, qui a été déjà repoussée une première fois lors du premier confinement à 2021, et puis là, qui est repoussée à 2022. Donc, l'accès est également conditionné à, bien sûr, à la proposition d'une offre de formation certifiante ou qualifiante. Et puis, il y a également des relations commerciales qui sont encadrées par des conditions générales d'utilisation qui évoluent aussi de temps en temps. Alors, tout ça, pour quelles conséquences? Donc, c'est ce qu'on va voir sur la slide suivante. Quels effets sur le marché de la formation pro? Quelles sont les dynamiques observées ou les dynamiques attendues chez les organismes de formation? Donc,
globalement, on note un bouleversement des activités économiques avec un coût d'adaptation très élevé, hein, donc je m'explique. Le nouveau CPF différencie deux marchés. On a un marché CPF avec une meilleure visibilité de l'offre et un marché hors CPF qui concerne davantage la commande publique, les formations obligatoires réglementaires et puis les autres, sauf accord, je précise. Alors là, c'est déjà une segmentation qui est déjà très forte, avec un questionnement sur le positionnement ou non sur ces marchés, pardon. Donc j'y vais pas, j'y reste ou j'y reste pas. Deuxième point, c'est aussi une incitation aux OF à faire certifier leur offre de formation, donc pour pouvoir pour avoir accès au marché CPF. Et on note une tendance de partenariat qui se renforce entre certificateurs et OF. Donc la réglementation étant plus exigeante en termes de contenu, de procédures d'enregistrement, d'adéquation avec les besoins du marché du travail, etc. Donc certains certificateurs font répercuter cette exigence sur les opérateurs, donc avec des modèles de redevance qui peuvent évoluer, soit au nombre de stagiaires ou au forfait fixe, et puis des contrôles pédagogiques qui peuvent également se renforcer. Le tout contribue bien sûr à professionnaliser encore plus le marché de la certification. Troisième point, la réorganisation autour de cette plateforme CPF donc, suppose pour les OF un effort d'attention supplémentaire à la nouvelle configuration, c'est-à-dire à faire attention à la gestion de la réputation, à la gestion des catalogues dématérialisés, à la prospection commerciale, à la diversification des demandes pédagogiques attendues, à une réactivité sur les nouveaux canaux de communication, au respect des exigences réglementaires CGU, etc., etc. Dans ce contexte, les OF plutôt en distanciel, donc avec une offre digitalisée, donc une offre qui est digital native, sont plus avantagés que ceux plutôt en présentiel qui doivent supporter un coût de transformation. Quatrième point, donc face à un afflux massif d'organismes de formation sur cette plateforme, donc pour rappel, il y a plus de 13 500 organismes de formation actifs, inscrits sur cette plateforme. Donc il y a un risque, bien évidemment, de noyer son offre dans un catalogue de masse. Donc je veux dire, le moteur de recherche par mots-clés, les filtres, la doctrine du marketing de l'offre, etc. Donc tout ça sont des éléments qui peuvent gommer les propres efforts marketing de certains organismes de formation. Il y a aussi un certain nombre de pratiques frauduleuses, faut les appeler comme ça, constatées sur cette application. Sur cette plateforme, on parle de prix incohérents, on parle de doublement d'offres qui, bien évidemment, saturent les résultats dans le moteur de recherche et empêchent les autres offres d'apparaître. Il y a des utilisations frauduleuses de code CPF, il y a des publicités mensongères, etc. Donc, tout ça pour dire que la qualité du référencement devient encore plus stratégique dans le but de se différencier. Donc, je pense notamment avec des mises à jour fréquentes, avec une utilisation pertinente de mots-clés, etc. Il faut savoir que plus l'offre de formation est déclinée en plusieurs actions sur la plateforme, plus il faudra de notes et d'avis pour qu'elles soient visibles. Ce qui fait que les OF sont donc incités à moins décliner leur offre de formation. Donc c'est une tendance qu'on peut observer sur la plateforme. Enfin, dernier point, il y a pour certains OF la nécessité de passer de la notion d'organisme avec des interlocuteurs plutôt professionnels, une approche plutôt subventionnée, à la notion d'entreprise avec des interlocuteurs grand public, avec encore une fois là toutes les conséquences sur le passage d'un langage adressé plutôt à des professionnels à un langage donc grand public. Comme je l'ai dit en introduction, donc concernant les autres mesures de la réforme de 2018. Donc, on va là dézoomer du CPF et aborder les effets des autres mesures sur l'ensemble des domaines de la formation pro. Donc, c'est l'objet de la slide suivante. Donc, on va voir ici une approche par dimension de la formation pro.
Donc, je vais commencer par les organismes de formation en tant que structure. Ce qu'on peut dire, c'est que le coût d'adaptation pédagogique, le développement des pratiques commerciales B2C parfois nouvelles, à cela on rajoute les exigences administratives et logistiques. Donc tout cela peut mettre sous tension les organismes de formation. Même si elles peuvent paraître très contraignantes, hein, mais ces mesures peuvent dans une certaine mesure, aider à renforcer leur professionnalisme et bien sûr faire bénéficier d'un rayonnement sur le marché. Et puis, l'approche commerciale des OF implique désormais, on l'a vu avec le système de notation et d'avis, donc la réussite d'une expérience client vis-à-vis de la formation suivie. Concernant les apprenants, donc, ce qu'on peut dire, c'est que la monétisation du CPF donne des repères de consommation proches de la vie courante, mais son utilisation pourrait, et là c'est un paradoxe, suivre par inertie les usages de l'ancien CPF. Donc en attirant qu'un profil d'apprenant acculturé au numérique et qui n'est pas forcément un profil parmi les plus diplômés. C'est donc un apprenant au profil beaucoup plus complexe qui émerge, non plus seulement en tant que bénéficiaire, mais aussi en tant qu'acteur stratégique capable d'influencer le marché. Donc ça ouvre la voie à un apprenant ayant les moyens de questionner l'impact de sa formation sur son développement pro. On va vers un apprenant en principe libre de ses choix, libre de concevoir, libre de financer son projet de formation, donc en exerçant un contrôle sur son processus pédagogique. Je précise bien en principe. Donc à propos des ingénieries pédagogiques, ce qu'on peut dire, c'est que de manière conjoncturelle, donc vis-à-vis de l'application de la réforme de la formation pro, donc on note un surcroît des ingénieries d'adaptation, alors même qu'elles doivent déjà prendre en compte d'autres évolutions sociétales et technologiques. Je pense notamment à la digitalisation des outils de création de contenu, à la mise en œuvre de choix technologiques, à l'hybridation des parcours, aux nouveaux besoins en formation, au foisonnement des contenus formatifs en libre accès. Donc je disais donc que les ingénieries pédagogiques doivent prendre en compte les évolutions sociétales déjà en cours et cela donc qui contribue. Et cela contribue à en moduler le contenu au point d'y faire apparaître de nouvelles spécialités, voire même de nouveaux métiers. Donc, je pense notamment au métier de concepteur de contenus digitaux qui est en pleine explosion en ce moment. Donc, les ingénieries pédagogiques aujourd'hui doivent répondre à plusieurs défis. Donc, premièrement, celui de différencier l'offre en prenant en compte l'autonomie des apprenants, la personnalisation, l'individualisation, la collectivisation et la standardisation des parcours. Deuxièmement, elle doit être capable de justifier ses prix dans un catalogue de masse. Elle doit être capable aussi de tirer les enseignements du système de notation de formation. Elle doit concevoir des parcours pédagogiques mixtes entre distanciel et présentiel, mais également qui soient soutenables et rentables. Et puis, elle doit renforcer la cohérence des parcours pédagogiques avec la situation professionnelle des apprenants. Donc aujourd'hui, l'ingénierie pédagogique s'éloigne des démarches artisanales pour traiter une nouvelle forme de réalité qui prend beaucoup plus en compte les spécificités et les objectifs professionnels des apprenants. C'est donc une ingénierie qui est beaucoup plus interactive, qui émerge. Enfin, sur l'offre de formation, donc on va vers une diversification, donc une diversification en modalités. Donc je pense à la modalité mixte, blended, etc. On va vers une diversification en contenu, donc grâce à l'hybridation des technologies. Et puis deuxièmement, on va vers une réduction du nombre de certifications actives sur le marché. Alors, dans la lignée des ingénieries pédagogiques, la refonte du système de certification peut contribuer quelque part à fragmenter l'offre, donc avec un risque de fragiliser financièrement certains organismes de formation. Mais elle permet aussi un ciblage beaucoup plus précis des contenus
pédagogiques, donc par les apprenants, donc en fonction de leurs besoins. Mais, encore une fois, cela peut se faire au détriment donc, des certifications entières. L'autre tendance au niveau des organismes de formation, donc c'est donc l'atomisation de la base client. Enfin, l'autre tendance, l'autre risque tendance. Donc cette atomisation, donc le risque, c'est de voir apparaître une multitude de clients individuels plutôt que quelques gros clients, donc avec un accroissement des activités de gestion, sans compter les difficultés logistiques de remplissage, de sessions en bloc, et leur multiplication, ou encore une fois, leur viabilité économique. Il faut le rappeler, c'est très important. Or, on a donc vu là les évolutions réglementaires. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, d'autres évolutions de type économique, technologique, sociologique modifient également l'écosystème de la formation pro. Donc, c'est ce qu'on va voir sur la dernière slide. Ce qu'on peut dire, c'est que au plan technologique, la digitalisation de la société ainsi que les progrès techniques donc, bousculent les organismes de formation. Ça, c'est un fait. La maturation des technologies numériques à visée pédagogique et la baisse de leurs coûts, plutôt de leur coût d'accès, tout cela ouvre la voie à de nouveaux entrants. Donc, on peut voir que ces 5 dernières années, sur le plan économique, l'ensemble de l'écosystème de la formation pro bouge. Les activités des OF traditionnels donc s'inscrivent dans une logique beaucoup plus ouverte, les poussant à repenser leur modèle d'affaires et leur chaîne de valeur, aboutissant parfois à des situations de coopétition donc avec ces nouveaux entrants. Donc ces entreprises de la bien nommée EdTech, donc grâce à leurs solutions numériques, donc solutions de création, diffusion, suivi, évaluation, connectivité, etc. Donc ces entreprises-là peuvent être impliquées de la conception à la réalisation des prestations de formation, d'où la situation de coopétition que j'évoquais à l'instant. En 2019, on comptait environ 400 entreprises dans cette EdTech. Donc, c'est un chiffre qui évolue très fortement au gré des fusions-acquisitions, des fermetures, restructurations, etc. Mais on peut dire que l'émulation de ces 5 dernières années est semble beaucoup plus profitable aux nouveaux entrants qui sont beaucoup plus à l'aise avec le numérique et qui prennent finalement peu de risques à entrer sur un segment de marché qui est mixte ou distanciel, qu'ils contribuent eux-mêmes à façonner. Par ailleurs, la filière EdTech bénéficie aussi d'une dynamique d'un vent favorable, donc avec récemment la création de 3 fonds d'investissement spécialisés. Alors il y a Ibis Capital, Edu Capital et puis un troisième je crois que c'est Bright Eyes. Voilà, et il y a également une consolidation autour de l'association EdTech France et bien évidemment de nombreux incubateurs, notamment à Lille, Paris et Lyon, autour de cette EdTech. Et puis, point très important, donc voilà, pour faire un lien avec l'actualité immédiate, donc la digitalisation est aussi accélérée par la crise sanitaire que nous vivons. Les OF font aussi face à une influence beaucoup plus grande des neurosciences, donc autour des capacités humaines d'apprentissage, et ça grâce à 2 convergences disciplinaires, donc entre l'informatique d'un côté et puis les sciences cognitives. Il faut savoir que les neurosciences donc, permettent de mieux comprendre la biologie d'apprentissage et de formaliser des techniques donc, autour de l'ancrage mémoriel, de la compréhension, de l'implication de l'attention, etc. Donc tout ça dans l'objectif de renforcer l'efficacité de la formation en limitant bien sûr l'effort à fournir pour apprendre. Donc beaucoup de modalités pédagogiques s'en inspirent aujourd'hui. Donc je pense notamment au serious game, au social learning, etc., etc. Enfin, donc, on peut dire également que l'apprenant, quelque part, évolue dans sa configuration sociologique, donc avec
de nouveaux standards culturels, de nouveaux standards comportementaux et de nouvelles représentations sociales qui s'installent de plus en plus. Globalement, la digitalisation donc, impose de nouveaux standards sociétaux. Ça peut être à l'image d'expériences d'usage basées sur la personnalisation, sur la flexibilité des temps et des lieux, sur l'accès plutôt que la propriété, sur le do it yourself, sur les réseaux de partage, sur le désir de satisfaction immédiate, pardon. Donc tout ça a pour effet quelque part de faire évoluer les usages et les besoins des apprenants et bien sûr ceux également des entreprises. On observe globalement aussi une montée des pratiques de curation de contenu. C'est-à-dire, en gros, parler vite, c'est écumer le net pour formaliser des savoirs et utiliser pour former. Hein. On a donc une espèce de remise en cause de la légitimité des sachants, guillemets, qui est bien sûr mise en lien avec la disponibilité et l'accélération de la circulation des informations, des savoirs, donc grâce à leur digitalisation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'information de formation est de fait moins centralisée et non localisée sur un support. Donc, ce qui donne la possibilité d'être copié, distribué, modifié, falsifié. Et puis, quelque part, cela a pour conséquence d'augmenter l'autonomie des personnes. Et c'est par ce lien-là, c'est ce qui contribue quelque part à niveler les rapports autrefois hiérarchiques entre sachants et apprenants. Et puis pour dernière chose, donc ce sera le mot de la fin. Il y a aussi, bien sûr, ça, je pense que je vous apprends rien, des trajectoires professionnelles qui sont de moins en moins linéaires, j'ai envie de dire. En Île-de-France, il faut savoir qu'un tiers des salariés qui ont travaillé entre 2012 et 2015 ont changé de métier. Donc, à travers ce que je viens de dire, donc j'ai essayé de dresser voilà, une image globale de l'évolution et des reconfigurations de l'écosystème de la formation pro. Et ça sera le mot de la fin. Je vais donc repasser la parole à Élodie pour la suite. Merci, Patient. Effectivement, merci pour ton intervention très riche qui fait bien la mise en lumière sur ce marché qui n'est pas facile à apprivoiser. Il y a énormément de choses. Dessiné. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Peut-être que les participants auront des questions plus pointues ensuite. Et du coup, pour apprivoiser cette réforme, et à la fois maintenant d'un point de vue plus entreprise, je vais passer la parole à Cécile pour nous expliquer un petit peu comment les entreprises se positionnent ou plus précisément les RH, comme moi par exemple. Oui, bonjour. Je pense que vous connaissez plutôt l'APEC sur nos missions de recrutement, puisqu'on aide effectivement les entreprises, mais on va aller plus loin, on va discuter plus largement de toutes les questions RH. Et du coup, je m'étais posé la question, mes derniers rendez-vous d'entreprise, donc en fait, vos clients à vous aussi, qu'est-ce qui les agite en ce moment ? Alors, côté formation, je vous dirais que c'est l'actualité qui joue en votre faveur parce qu'on a effectivement ce que j'ai mis en rouge, le bilan à 6 ans sur les entretiens professionnels où du coup, on met un petit peu l'entreprise au pied du mur. Qu'est-ce qu'elle a fait sur ces 3 entretiens professionnels, réalisés ou pas? Et puis, cette fameuse obligation d'avoir une formation réalisée salarié par salarié. Et autant 6 ans, ça leur semblait très loin quand on était en 2014 et qu'on a démarré la réforme. Et puis maintenant qu'il faut faire atterrir l'avion, voilà, j'ai beaucoup d'entreprises qui sont très interrogatives. Et je pense qu'il y a un petit peu de manque de réponse. Alors les OPCO, vous avez compris qu'il y avait aussi beaucoup de mouvances, donc on a du mal à avoir des réponses de leur côté. Donc, je pense qu'il y a vraiment très sincèrement des réponses à apporter côté organisme de formation pour les aider à voir un petit peu mieux sur la formation, comment ça pourrait se dérouler.
Donc, il y a une prise de conscience actuelle. Il y a quand même droit et devoir de l'entreprise. Et honnêtement, quelle que soit la taille de l'entreprise, on le voit plus sur les PME, ils ont du mal à s'y retrouver. Et du coup, de se dire, tout salarié cadre, pas cadre, on doit tous suivre au moins une formation. C'est quand même l'intérêt, c'est que pour la personne RH, du fait de l'entretien professionnel, c'est une réflexion qui est menée dans l'entreprise et comme disait tout à l'heure Patient, avec le CPF, c'est aussi l'autonomie donnée au salarié d'être lui aussi force de proposition. Sauf qu'il ne faut peut-être pas non plus le laisser seul parce que c'est vraiment un labyrinthe et je crois que plus ça va et plus c'est flou, même pour nous qui sommes un peu professionnels RH. Donc, il y a aussi de l'info, de la clarification à donner aux salariés et puis à l'entreprise. Donc, si vous avez des contacts RH, c'est peut-être aussi de leur demander où est-ce qu'ils en sont de l'objectif formation, réalisé, pas réalisé. En gros, qu'est-ce qui rendrait service? Parce que là, on est vraiment sur une deadline du 31 décembre, donc quelques semaines qui restent. Et est-ce que une formation longue, finalement, des fois, c'est peut-être des choses plus faciles à organiser que vraiment des choses techniques qui seraient cœur de métier. Donc en tout cas, cette réforme, elle agite aussi les RH et on recherche de l'information. Alors c'est vrai que par exemple, Elodie, pour moi, c'était un de mes clients. On avait discuté formation, comment enrichir les entretiens professionnels et apporter peut-être un petit peu plus d'informations. Si on peut passer à la slide suivante, j'ai aussi réfléchi. La crise sanitaire depuis le début de l'année a modifié aussi les comportements en entreprise et le petit graphique que je vous présente, c'était en fait le nombre d'offres d'emploi publiées sur apec.fr et vous voyez que sur la période de confinement, c'est un effondrement des offres d'emploi. Donc, il y a aussi une deuxième problématique qui va arriver sur les personnes RH en entreprise. Je ne peux plus recruter en externe, donc je vais me retourner vers la mobilité interne. Et c'est l'idée de, j'ai peut-être déjà du potentiel chez moi, mais c'est peut-être des gens qui matchent à 80%. Et du coup, ça va être la carte formation à jouer parce qu'il va falloir adapter cette personne qui est déjà chez moi, mais qui est peut-être pas pile poil dans ce que je pourrais en attendre tout de suite. Et là, je pense que les organismes de formation ont vraiment une carte à jouer, puisque ce petit delta, cet écart de compétences qui va se révéler, il va falloir aussi apporter les réponses très rapidement. Donc là, vous avez aussi un espace à jouer. Et c'était aussi la notion d'avoir des parcours de formation personnalisés. Et je suis d'accord, il y a plus de digital qui vous arrive, donc ça va être une nouvelle manière de travailler pour vous. Mais dans l'idée de personnaliser, c'est aussi, on revient aux fondamentaux, le métier, quelles sont les compétences nécessaires, qu'est-ce qui manque, et du coup, comment on va combler. J'ai aussi fait réfléchir mes entreprises sur le fait d'avoir des évaluations en amont et en aval d'une formation, parce que c'est aussi un gage de qualité. Et je pense qu'ils auront aussi à cœur, au-delà d'une certification, à ce qu'il y ait des choses peut-être un peu plus réduites, concises, mais de qualité. Et parce que c'est aussi l'efficacité derrière tout ça, s'ils font le pari de miser sur vous, plutôt que de recruter, c'est aussi une valeur ajoutée à amener dans les entreprises. Elodie, est-ce que là-dessus, aviez-vous des interrogations en tant que RH, puisque vous êtes aussi Oui, tout à fait, une oui. personne typique? C'est ça, c'est tout à fait l'actualité, même pour un organisme de formation qui a sa casquette évidemment employeur pour ses propres salariés. On est concentré sur le bilan à 6 ans. Nous faisons notre petit listing pour voir qui a bien suivi une action de formation. Et dans ce contexte économique très, très compliqué, évidemment qu'il y a un positionnement très important en cette fin d'année que de utiliser certains leviers, comme vous l'avez dit, de la formation, par exemple, pour pouvoir arriver à faire matcher, je dirais, des profils déjà présents en interne avec Voilà.
des objectifs de poste et des besoins d'activité et de poste en interne. Donc, évidemment que nous sommes bien concernés aussi sur cette mobilité interne et moins par le recrutement en cette fin d'année compliquée, oui. Oui, oui, oui. Du coup, ça veut dire que peut-être que l'interlocuteur ne sera plus le responsable formation comme précédemment, mais ça peut être aussi le responsable RH, les personnes développement RH. Par exemple, la formation est aussi un très grande valeur ajoutée sur la marque employeur des entreprises. Et aujourd'hui, s'ils ne recrutent pas, ils ont quand même besoin de dire qui ils sont. Et s'ils forment, c'est aussi une carte à jouer pour eux. Donc là, ils ont besoin de vous, puisque vous êtes un peu le partenaire pour leur propre politique RH. Tout à fait. Merci Après, Cécile. je vous en prie. Donc merci, puisque là, on vient d'avoir finalement deux visions, hein, une vision plutôt centrée sur le marché et ses évolutions profondes. Ensuite, sur la partie vision marché de l'emploi avec Cécile, suite à l'intervention de patients. Et là, je vais essayer justement de continuer la présentation avec les leviers dont je parlais, des leviers qui sont des financements, tout bonnement. En mettant un bémol aux trois diapositives que vous allez pouvoir voir, c'est que nous sommes actuellement dans un contexte très mouvant, avec un plan de relance qui s'annonce. Donc, les trois diapositives et les trois leviers que je vous propose au niveau financement, qui sont aussi bien actionnables, je dirais, d'un point de vue organisme de formation que d'un point de vue entreprise en tant qu'employeur pour ses salariés. C'est tout bonnement, premièrement, le CPF. On en a déjà parlé grandement avec peut-être trois informations un peu plus pratico-pratiques. C'est qu'avec le contexte que nous traversons, le report des heures de DIF dans le compte CPF est repoussé au 30 juin 2021. Donc, pas je dirais, de bousculade prévue sur cette fin d'année pour pousser les individus, les salariés, les demandeurs d'emploi à l'utiliser rapidement d'ici la fin de l'année. On a encore ces heures de DIF qui peuvent être enregistrées jusqu'au 30 juin, donc une opportunité certaine pour les organismes de formation. Et puis une démocratisation quelque part. Tout à l'heure, on disait que les individus qui possèdent ce CPF ont besoin d'accompagnement. Certes, ils sont déjà quelque part accompagnés par Pôle emploi ou par l'employeur qui peut abonder le compte CPF avant que l'acteur lui-même ne sélectionne une formation sur son compte formation. Donc attention, cela ne veut pas dire pour autant que l'employeur ou le Pôle emploi devra décider à la place de l'acteur lui-même. Et c'est cet accompagnement, je dirais, bienveillant qui est au cœur de l'actualité. Parce qu'en tant qu'organisme de formation, il faut pouvoir accompagner ces individus qui n'ont pas tous la même maîtrise, je dirais, de l'outil numérique, des outils numériques d'ailleurs, puisque le CPF est aussi bien un site internet qu'une application mobile. Ça, c'est le premier financement et on ne va pas y revenir puisque Patient en a beaucoup parlé et que c'est installé, je dirais, dans le quotidien des salariés et des demandeurs d'emploi. Peut-être pouvons-nous un peu plus parler du FNE Formation, qui lui aussi, apparemment, avec le contexte que nous traversons, est en train d'être complété par de nouvelles enveloppes. Donc, ça veut dire que c'est un formidable levier pour former. Il y a deux dispositifs d'activité partielle dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons. Il y a celui qui est dit de droit commun et il y a celui qui va être plutôt de longue durée. Et selon ces deux dispositifs-là, les entreprises vont pouvoir réaliser des prises en charge, des demandes de prise en charge auprès des OPCO, puisque ce sont les OPCO qui sont à solliciter sur ce financement-là. Et les entreprises vont pouvoir faire prendre en charge, donc à partir du 1er novembre et jusqu'à la fin de l'année, mais il serait possible que ce soit encore étendu davantage sur 2021, un certain pourcentage des coûts pédagogiques de la formation. Attention, je vous invite vraiment à consulter le site du gouvernement sur ce financement FNE Formation,
parce que effectivement, ça concerne avant tout des organismes de formation datadockés ou bien qui disposent déjà de la certification Calliope. Donc, ça veut donc dire avoir une identité forte, en tout cas une reconnaissance qualité pour pouvoir permettre à des entreprises d'acheter de la formation éligible à ce mode de financement. Qui est fort intéressant parce que je peux témoigner avec ma casquette RH ce coup-ci pour dire que nous avons quand même réussi une prise en charge pratiquement à hauteur de 30 000 euros sur l'année 2020 avec ce financement FNE Formation en travaillant merveilleusement bien avec notre conseillère OPCO. Donc, une fois qu'on l'identifie, cette conseillère ou ce conseiller OPCO, il y a vraiment, vraiment un accompagnement très intéressant. Et là où on pouvait se tromper en se disant non, on n'a plus le droit de communiquer avec les OPCO dès lors qu'on dépasse les 50 salariés dans notre entreprise, c'est faux. Ils nous transfèrent quand même beaucoup d'informations, beaucoup de modalités pour actionner ces leviers-là, puisqu'on sait très bien que c'est d'autant plus difficile depuis la réforme 2019 avec ce bouleversement dans le monde des OPCO pour les entreprises qui dépassent les 50 salariés. Nous n'avons déjà plus de financement de la part des OPCO en direct par rapport à nos cotisations obligatoires. Mais là, le FNE Formation est une belle opportunité. Et enfin, pour terminer, sur le dernier financement qui peut être actionné, c'est le FSE, vous en avez peut-être entendu parler, ce Fonds social européen qui lui aussi va peut-être être étendu dans le cadre du plan de relance que le gouvernement a annoncé, puisque selon le territoire où se situe une entreprise, elle peut effectivement demander à avoir une prise en charge toujours en termes de pourcentage et selon le territoire où elle se situe, et cela toujours en étant en étroite collaboration avec l'OPCO. C'est vraiment l'OPCO qui dispose de ces enveloppes. Donc, je sais très bien combien le FSE peut faire peur administrativement quand on a connu certains fonctionnements administratifs par le passé, quand on y faisait appel. Aujourd'hui, c'est l'OPCO qui traite cette complexité administrative et on est toujours sur de la subrogation. Donc, ça permet vraiment de se faire cofinancer ce coup-ci, mettre une partie de l'effort formation de l'entreprise en parallèle d'une prise en charge FSE via l'OPCO. Donc, c'est très intéressant. Et là, on a vraiment une ouverture avec des formations éligibles selon les thématiques des formations, donc que ce soit pour soutenir l'employabilité des salariés, permettre l'acquisition de nouvelles compétences, de nouvelles techniques de management. Donc, c'est très bien que dans toute entreprise, il y a des lignes hiérarchiques de management à former. Avec tout ce qui est télétravail en ce moment, il y a du management à distance à déployer. Mais il faut aussi prendre en considération pour déclencher ce cofinancement des publics prioritaires comme les femmes, les travailleurs handicapés et les seniors. Et évidemment, tout ça est validé par l'OPCO qui nous accompagne avant de nous demander certains documents administratifs comme des émargements avec les logos européens ou encore des questionnaires qu'on fait remplir aux participants qui sont reconnus publics prioritaires pour accéder à ce financement. Donc voilà les 3 financements vraiment d'actualité. Le premier, plus à caractère individuel, donc c'est ce qu'on appelle aussi le B2C, c'est-à-dire qu'en tant qu'organisme de formation, on va s'adresser à des individus, je dirais, à fidéliser pour les accompagner sur le déclenchement de leur CPF. Et puis les 2 derniers, des financements plutôt entreprises, où les entreprises, au nom de leurs salariés, vont aller travailler en lien étroit avec leurs OPCO. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les financements. Je pense qu'on va laisser la parole aux participants s'ils ont des questions. Je vais retirer le partage d'écran de cette présentation et on va prendre les questions. Peut-être, Alan, en as-tu noté pendant nos échanges? Oui, nous avons déjà une question de Guillaume dans le chat. C'était au moment d'intervention, je pense, de Cécile. Ça concerne le CPF. Une question, n'y a-t-il pas une distinction entre organismes qui sont sur des modèles
de formation qui dure 7 heures et ceux en capacité de proposer des temps plus courts mais plus régulièrement. Bon, j'avoue qu'étant novice là-dessus, peut-être qu'on pourrait demander à Guillaume de préciser. Oui, je veux bien. Guillaume, vous avez le micro, le chat pour dialoguer avec nous. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Super. Navré de ne pas pouvoir allumer ma webcam. Ah, je suis navré, il faut que je vous quitte. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est 7 heures de formation en anglais une seule journée, c'est pas très intéressant, alors que 7 fois 1 heure, c'est plus pertinent. Mhm. Mais Donc, on voit rien pas là n'empêche aussi le une distinction entre les OF. Mais rien n'empêche le découpage si ça facilite pour le salarié. Je suis d'accord avec vous, il faut mieux fractionner. Vous arrivez quand même à 7 heures à la fin. C'est pas gênant. Oui, tout à fait. Et ça ne contextualise pas l'éligibilité, je dirais, comment dire, au financement CPF, hein, qui, comme le disait Patient, est vraiment relié à une éligibilité de la certification proposée in fine. Par exemple, moi, j'ai un exemple en interne. Nous avons formé des salariés à certains niveaux de prise en main Excel et l'organisme de formation, selon le profil de l'apprenant, était capable de proposer soit 2 journées entières, soit 4 demi-journées. Donc, vraiment, le rythme de formation n'y est pour rien dans la possibilité d'être éligible au CPF ou non, ou même de pouvoir proposer ces services aux entreprises. C'est d'autant plus intéressant quand les rythmes peuvent être adaptés. Le seul risque, c'est que le salarié, peut-être, il va trop diluer dans le temps. Et il va oublier un peu c'était quoi l'intérêt de la formation. Donc après, c'est juste de rappeler une rigueur, une autodiscipline. Et on voit que tout ce qu'on a converti en digital, même dans notre quotidien, c'est ça. Le télétravail, c'est rigueur et de se donner des objectifs. Donc je pense que ça va aussi contribuer à ce que les formations aillent jusqu'au bout et ne soient pas abandonnées. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être via le chat ou en direct si quelqu'un veut prendre la parole et activer son micro? Revenez à la vie. Oui, Véronique peut-être. Bonjour, oui, tout à fait, bonjour. Moi, je suis ingénieure de formation à l'Université de Nanterre et on a eu notamment le cas de candidats fonctionnaires qui n'ont pas pu utiliser donc leur DIF qui est actuellement encore sous forme d'heures. Et nous, on acceptait, enfin, je travaille pour la formation continue et on acceptait que les CPF, voilà, qui étaient déjà traduits en euros. Pour eux, est-ce qu'il y a une date connue pour ce transfert? Oui, alors je me permets de prendre la parole puisque je suis allée faire un petit tour sur mon compte formation récemment, puisque j'accompagne en interne les salariés aussi sur une prestation conseil formation. Et en fait, il y a possibilité, et c'est le cas pour certains de nos enseignants qui ont travaillé dans le public, de pouvoir enregistrer le nombre d'heures qui a été effectué dans le secteur public. Et il y a un petit mode de calcul automatique qui se fait directement sur le CPF et qui permet de faire la composition totale avec les heures éventuellement aussi réalisées dans le privé. Donc, c'est d'ores et déjà possible. Il faut simplement qu'ils aillent sur leur CPF et qu'ils réalisent le mode de transfert d'heures. Voilà. Il faut vraiment faire cette démarche-là de rentrer les heures dans le calculateur automatique et ça donne des euros qu'ils peuvent utiliser du coup. Oui, mais s'ils sont toujours fonctionnaires? Alors, ce qui serait peut-être bien, ce serait de faire appel aux conseillers évolution professionnelle. De ce que j'ai compris, sur le système public, ils ont leurs propres conseillers en interne. Parce que nous, par exemple, à PEC, nous sommes acteurs conseils en évolution professionnelle, mais plutôt sur le secteur privé ou sur les fonctionnaires qui veulent basculer dans le privé. Voilà. Mes collègues m'ont expliqué qu'ils ont leurs propres conseillers en interne. Donc, il faut actionner ces ressources. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci Véronique pour la question. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? Ou alors tout était limpide? Voilà, tout était clair. On va considérer que c'était clair. Et on voit bien, d'après la question de Véronique, effectivement, que
le compte personnel formation, il est encore en transformation, en évolution. On n'échangeait pas plus tard qu'hier avec Patient. C'est vrai que le moteur de recherche est sans cesse renouvelé, je veux dire déployé dans tous les filtres qu'on peut actionner pour les recherches. Et pareil pour tout ce qui est heures de diff et puis heures du public vers une monétisation. Il y a vraiment des avancées. Et d'ailleurs, toute cette actualité se trouve directement sur le site CPF, où chacun d'entre nous, en tant qu'individu ayant un CPF activé, nous pouvons accéder. Et c'est vrai que pour les heures de diff, par exemple, ils ont ajouté le fait qu'il fallait scanner ou photographier notre attestation diff pour pouvoir acheter de la formation avec ces heures de diff. Là où avant, il ne fallait que les enregistrer dans notre CPF, aujourd'hui, il faut une preuve. Donc, on voit que les choses évoluent sans cesse et qu'il y a vraiment un travail de veille sur ce marché qui est très important à réaliser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on présentait cette réunion, finalement, cet échange qui permet de voir combien dans les entreprises, dans les organismes de formation et aussi chez les partenaires que nous avons avec nous aujourd'hui, nous faisons un travail de fouille archéologique qui permet de mettre en lumière la complexité de ce marché quand même. Bonjour. Bonjour. Je suis consultante en accompagnement professionnel, bilan de compétences et en formation indépendante d'entrepreneurs. Et je me questionnais justement sur la multiplicité des offres dans le CPF. Comment les choses vont être régulées puisqu'on voit clairement les abus de certains organismes de formation qui démultiplient à l'infini leurs offres, qui font que si on utilise un moteur de recherche, on ne voit que, par exemple, et on ne voit absolument pas, voilà. Et comment ça va se passer, cette régulation? Qui est en charge de regarder d'un peu plus près, voilà, qui est quand même une forme de, comment on pourrait dire, de neutralité ou de... parce que c'est vraiment abusif. Oui. Je me permets de répondre. Du coup, sur cette partie de chasse à la fraude, en fait, hein, il y a c'est France Compétences qui est en charge en fait de la régulation. Enfin, plutôt la CDC, pardon, la Caisse des dépôts et des consignations, qui est en charge de cette régulation, et que c'est actuellement en cours. D'accord. Voilà, il y a effectivement énormément d'anomalies et ils sont en train de ce que je sais en tout cas, ils sont en train d'essayer de régler ces problèmes-là. Parce que d'une certaine manière, les comptes CPF ont permis de donner une offre plus accessible, mais en même temps tellement noyée que ni les utilisateurs ni les organismes de formation ne s'y retrouvent vraiment quelque part. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, pour compléter ce que je viens de dire, c'est qu'il y a dans le moteur de recherche des possibilités de classement. C'est-à-dire, donc c'est là où ça prend toute son importance, hein, ce système de notation plus d'avis, parce que c'est ce qui permet en fait d'établir un classement entre les actions de formation, etc. Donc, plus un organisme de formation va travailler sur déjà d'une part sur les mots-clés pour faire ressortir son offre, et plus l'organisme de formation va également travailler sur sur la qualité de son offre de formation, hein, de la réalisation de ses formations, de ses prestations, et naturellement, logiquement, ça devrait se faire ressentir en termes au niveau des notations, et donc contribuer à faire remonter son offre de formation au niveau du classement. Donc voilà, c'est un peu le chien qui se mord la queue, hein, donc du coup il y a ces leviers-là pour et juste le monde de masse, comme je le disais tout à l'heure. C'est une compétence digitale supplémentaire que doit avoir l'OF dans sa communication. Si vous avez compris comment ça marche, tout à vous fait. êtes gagnant. Merci. Ce qui n'est pas juste. On a une dernière question peut-être de Guillaume toujours. Quid de l'usage de l'intelligence artificielle par France Compétences pour repérer les certifications multiples? Alors,
Effectivement, quid? Je ne sais pas vous répondre. Il y avait eu un embryon de site internet qui est paru en fin d'année dernière et qui a vite disparu en fait. Vous faites référence à quoi exactement? À quel site? Alors, je suis pas très fort en intelligence artificielle, mais visiblement, France Compétences met en place un système qui va permettre de repérer les certifications qui se chevauchent ou qui sont multiples. Très bien. Oui, c'est possible parce que l'actualité aussi, je le voyais encore pas plus tard que ce matin sur LinkedIn, il y a des organismes de formation qui peinent à enregistrer leur certification au répertoire spécifique ou RNCP, qui est donc la condition pour pouvoir avoir une offre éligible au CPF. Et donc, tout ce travail d'ingénierie de certification étant tellement compliqué, on sait bien aujourd'hui qu'il y a des offres qui sont répertoriées sur ce moteur de recherche dont on parle tant, qui sont en train d'être contrôlées, comme disait Patient. Et là encore, on est aux prémices finalement de ce moteur de recherche et de cette façon de travailler qui pousse les OF à créer des certifications très rapidement, mais peut-être pas suffisamment correctement. Oui, de manière artificielle. C'est ça, exactement. Et oui, Guillaume nous dit 80% de refus de la dernière commission. Oui. Patient, tu confirmes je confirme ce chiffre. Et c'est vrai que, comme le disait Élodie tout à l'heure, il y a véritablement un travail à faire sur l'ingénierie de certification. Il faut se conformer à la doctrine de rédaction, d'une autre certification, etc. Et tout ça, c'est des efforts supplémentaires pour les organismes de formation à faire. Et c'est un effort de professionnalisation qu'il faut absolument faire pour pouvoir accéder au Graal, si je puis dire. Survivre. Alors, je crois qu'il est 11h04, si je ne me trompe pas. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. Alan, qu'est-ce que tu en dis? Je pense qu'on a... Je voulais remercier tout le monde, tous les participants. Je crois avoir connu Véronique Marcillac, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, quand j'étais dans une autre vie. Donc, salut Véronique. Et puis, je voulais remercier Cécile et Patient. C'était vraiment très clair, très intéressant. Et donc, merci beaucoup pour votre participation merci pour à ce webinaire. Merci pour l'invitation. Oui. Et Élodie aussi, qui a deux casquettes, les RH. Donc, nous avons la chance à l'Alliance française de Paris de bénéficier des services d'Élodie, mais aussi la qualité. Donc, on est sur de nombreux sujets qui touchent beaucoup au numérique et en particulier justement au référencement, qui pour nous aussi n'est pas facile, même si vous voyez, on a des très beaux fonds d'écran, on a un nouveau portail de formation des enseignants qui s'appelle l'Académie, mais on a aussi les mêmes difficultés que les organismes de formation à nous faire référencer sur le portail de formation. Heureusement qu'on a une réputation qui vous aide à toucher aussi les apprenants et les salariés qui utilisent leur CPF. Voilà, donc merci beaucoup, à la prochaine. J'espère qu'on y en aura d'autres sur d'autres sujets. Merci Cécile, merci Patient, merci Guillaume, merci Sabrina, merci Sophie, merci Marilou, merci Arzoum. Merci à tous. Et merci. Au revoir Véronique. Merci à tous. Et bonne journée. Merci, je vais arrêter l'enregistrement maintenant.